Le deuxième échangeur est désormais fin prêt. La réception a lieu ce matin même à travers une cérémonie présidée par le président de la République en présence d'autres personnalités. Précision dans ce journal. Absence des têtes rouges ce matin à travers la circulation routière à Niamey, motif une grève d'avertissement de 24 heures du 5 taxi qui table toujours sur ses revendications. Constat dans cette édition. Messieurs, dames, bonsoir et très ravi de vous savoir nombreux à ce 19h45 sur la télévision Labari. À l'instant, je vous l'annonçais dans les titres, la construction de l'ouvrage aura duré 2 ans. Il s'agit du deuxième échangeur de la ville de Niamey. L'inauguration a lieu ce matin sous le haut patronage du président de la République à travers une cérémonie en présence aussi d'autres personnalités. Nos reporters Ibrahim Abdou et Ali Sissé Ibrahim y ont été. Voici leur compte rendu. La ville de Niamey change progressivement de visage. Après le premier échangeur sur le boulevard Malibéro, le deuxième échangeur de la capitale situé à la place des Martyrs a été inauguré ce matin en présence des membres du gouvernement et de diplomates accrédités dans notre pays. Plus encore, une foule nombreuse était venue pour la circonstance. Prenant la parole à cette occasion, le ministre de l'Équipement Ibrahim Nomo explique le rôle important que jouera l'échangeur de la place des Martyrs dans la régulation de la circulation. La construction de l'échangeur place des Martyrs, en plus du rôle de la régulation du trafic dans la capitale, rentre aussi dans le cadre du projet d'aménagement des corniches Gamkale et Yantala, situés sur la rive gauche du fleuve, ce qui offrira aux populations un cadre attractif avec le développement des activités commerciales et touristiques. Cet échangeur drainera le trafic en provenance ou vers les zones résidentielles, administratives et commerciales des deux rives, en provenance des divers ports d'approvisionnement de notre pays. Prenant la parole à son tour, le président de la République, Issoufou Mahamadou, a exprimé son engagement à poursuivre l'œuvre d'embellissement de la capitale. On va poursuivre, comme je sais, il y a déjà le troisième échangeur qui est en cours de chantier, l'échangeur Dori Hamani. Il sera plus impressionnant d'ailleurs que l'échangeur du rond-point des Martyrs. Et après, il y a l'échangeur du rond-point des Armées, 6e. Ça sera l'échangeur Ali Segou. Il s'agit pour nous de rendre un hommage à ce bénéfice du pays. Il y aura d'autres organisations qui vont être entreprises pour la ville de Niamey, le troisième pont, l'aménagement des corniches, etc. On ne s'arrête pas. Le projet Niamey Niala est un projet permanent et dans quelques années, on verra la ville de Niamey changera totalement de physionomie, totalement de visage. Ça sera l'une des capitales les plus modernes de l'Afrique de l'Ouest. En tout cas, c'est mon ambition. L'échangeur de la place des Martyrs mérite réellement son nom, au point où des techniciens se sont relayés pour expliquer la façon dont les usagers doivent l'utiliser, afin d'éviter des désagréments. Le CERMES, c'est le centre de recherche médicale et sanitaire, et bien les locaux de ce centre ont servi de cadre ce matin à un atelier de formation sur l'annonce du handicap. Et c'est le directeur de cabinet du ministère de la Santé qui a même présidé la cérémonie en présence de nos reporters Chebou Guisso et Nafissa Zakou. Ce présent atelier de formation sur l'annonce du handicap rentre dans le cadre du projet de renforcement de l'hôpital national de Niamey dans la prise en charge de séquelles post-méningitiques. En effet, cette formation organisée par le Centre de recherche médicale et sanitaire CERMES vise à améliorer les conditions d'annonce du handicap. Notre perception du handicap est d'abord une conception culturelle qui dépend du contexte historique et social. Il est important qu'il soit pris en compte dans l'annonce du handicap la subjectivité et l'affectivité dans lesquelles les préjugés culturels, les peurs, les tabous, la culpabilité et la honte qui peuvent tous jouer un grand rôle. L'attente et les besoins du patient, qui est l'enfant et de sa famille, face à un diagnostic de déficience qui est le handicap, peuvent se résumer comme suit. Être informé, être écouté, être reconnu et être
accompagner. L'annonce du handicap représente un moment clé dans le processus d'acceptation de la différence par la famille et la personne qui le reçoit, engendrant de nombreuses conséquences sociales et des changements radicaux dans la vie de la famille. En ouvrant les travaux de cet atelier, le directeur de cabinet du ministère de la Santé a salué l'initiative avant de remercier la Fondation Total, principal bailleur de fonds de ce projet, pour son appui. Une formation spécifique des médecins, mais aussi de tous les professionnels qui accompagnent l'enfant et sa famille, c'est-à-dire l'assistant social, le psychologue, l'infirmier, en somme tout technicien de santé est indispensable pour une meilleure prise en charge des enfants victimes de séquelles invalidantes des maladies. Je remercie la Fondation Total, principal bailleur de fonds de ce projet, pour son appui et sa disponibilité à accompagner le Niger de l'amélioration de la santé de la population. Tout en souhaitant plein succès à vos travaux, je déclare ouvert l'atelier sur l'annonce du handicap. Notons enfin que le présent atelier de formation sur l'annonce du handicap durera 3 jours. Je vous l'annonçais dans les titres que le secteur du transport en ce lundi 25 janvier a connu une paralysie. Et ce à l'appel du Synco Taxi, le syndicat national des conducteurs de taxi. Un mouvement apparemment suivi, mais tout de même la principale revendication reste et demeure la réduction des prix de l'essence et du gasoil à la pompe, tout comme la baisse des taxes et amendes à eux infligées. Constat de cette grève avec nos reporters Abdou Nasser Seydou et Michel Deji. C'est la deuxième grève qu'observent les conducteurs de taxis et autres véhicules de transport en ce mois de janvier. Nous avons promis au gouvernement que cette année-là, c'est une année de combat. Donc aujourd'hui, nous sommes déjà à 9h. J'ai fait le tour un peu de la ville. Je suis satisfait. Et prochainement, ça sera une ville morte parce que le prochain mouvement, ce n'est pas des grèves. On va l'élargir, on va la généraliser jusqu'à ce que le président de la République et son gouvernement respectent les engagements qu'ils ont pris. Nous savons que le pétrole a chuté et que ça doit tomber partout ailleurs. Ça a chuté sauf au Niger. Donc c'est pourquoi nous demandons à la population que prochainement on va élargir et que nous allons demander à tous les marchés de fermer, à tous les commerçants de fermer et à toute la population d'observer une journée de ville morte pour montrer aux autorités que les populations sont fâchées contre leur comportement antisocial. Une grève du Synco Taxi qui a été soutenue par le collectif des syndicats du secteur des transports. Si vous vous rappelez, nous avons un protocole d'accord avec ce gouvernement. Elle a refusé de respecter ce protocole d'accord. Nous, de notre côté, nous avons respecté ce protocole d'accord depuis en date le 12 août 2012 jusqu'au 1er janvier 2016, nous avons respecté ce protocole d'accord. Aujourd'hui, si vous voyez le prix des carburants au Niger, c'est incroyable. Dans le pays voisin, on vend ça à moins de 500 francs. Et nous, c'est notre propre carburant. On nous vend ça à 540 francs. Pourquoi? Faba, taxi, ben, etc. Tout jeudi sont concernés aujourd'hui des terrains de Tilaberi à Ngingimi. Nous avons arrêté tous ces véhicules-là. Il y a des véhicules qui ont travaillé. Il n'y a pas de véhicules qui ont travaillé. Il faut faire le constat dans la ville. Il n'y a pas de véhicules qui ont travaillé. Nous avons montré que nous sommes soudés et nous sommes toujours soudés et nous allons continuer à lutter jusqu'à satisfaction totale. Si le gouvernement tarde d'abaisser le prix du carburant au seuil de cette nouvelle année 2016, les conducteurs de taxis et autres véhicules de transport envisagent de prendre comme dernier recours une augmentation du prix de transport. La suite de cette édition, mais sur un tout autre plan avec les journalistes en langue nationale qui, eux, sont en formation pour 3 jours. Laquelle formation a débuté ce lundi et elle est organisée en prélude aux élections générales de 2016 au Niger. Un atelier d'art conjointement organisé par l'ambassade des États-Unis avec la collaboration du SINAJOG, le syndicat national des journalistes et communicateurs en langue. Le compte rendu est signé Nasser Dantofo.
Organisé en prélude aux élections de février 2016, cet atelier de formation à l'intention des journalistes et communicateurs en langue vise essentiellement à outiller les participants sur les comportements que doivent adopter les journalistes en période électorale. Une initiative saluée par le Conseil supérieur de la communication à travers son président. Et dans le contexte du Niger où l'écrasante majorité de la population ne sait pas lire et écrire en français, les journalistes et les communicateurs à langue nationale ont un rôle important à jouer dans la satisfaction et la jouissance du droit des citoyens à l'information. C'est pourquoi je salue et félicite le syndicat des journalistes et communicateurs à langue nationale pour avoir eu cette initiative très heureuse et opportune. Je remercie également le Centre culturel américain, à travers lui l'ambassade des États-Unis au Niger, pour avoir accepté de recruter des personnes compétentes pour animer cette formation, mais aussi d'avoir soutenu financièrement l'organisation de cet atelier. Ce que je tiens particulièrement à vous dire en tant que président du Conseil supérieur de la communication, c'est certes de collecter, de traiter et de diffuser de l'information, mais il faut surtout diffuser et publier des informations crédibles, c'est-à-dire des informations exactes, des informations vérifiées, des informations sourcées et recoupées sur tout le processus électoral. Cet atelier de formation est le fruit d'une collaboration de l'ambassade des États-Unis, la Maison de la Presse et le syndicat national des journalistes et communicateurs en langue et durera 3 jours. C'est le 5e jour du début des opérations de distribution des cartes d'électeurs pour les futures échéances électorales de notre pays. Prévues pour être réceptionnées en des endroits bien précis, une de nos équipes s'y est rendue pour constater de visu le déroulement de cette opération. Reportage signé Aboubakar Souley et Michel Deji. C'est muni d'un document d'identité pour les inscrits sans témoignage que s'opère cette opération de retrait qui se déroule normalement selon les responsables des comités de distribution. Pour le moment, vraiment, ça marche bien pour nous. Vraiment, il y a jusqu'à présent, les gens ont pu récupérer jusqu'à 600 et quelques cartes en 2 jours, c'est déjà bon. Il n'y a pas eu de manquant? Non, il n'y a pas eu de manquant. On a vérifié les enveloppes, ce qu'on a contenu dedans, c'était correct. Un avis qui n'est pas partagé au niveau de certains bureaux de vote. Il y a un vieux qui est né en 82, mais il est de 44. Il y a son nom, il y a son prénom, il y a son village. Wallahi. Moi, ma carte, voilà, c'est écrit là-dessus, Umbaï Abdul Karim. Hein? Né en 1962, à Niamey. Regarde ce qu'on a mis ici. Profession. Mais je ne suis pas ça. Moi, je suis un chauffeur. Comment on va me mettre ça là? Au niveau de ce bureau de vote, nous constatons une mal-organisation donc, pour les retraits des cartes. On devrait afficher donc pour voir la position de ton bureau de vote d'abord, le numéro de ta position sur le bureau de vote. Tu viens directement au niveau de l'agent, tu dis le numéro du bureau de vote, ton numéro donc de ta position dans le bureau. On te donne ta carte. Moi, je suis ici depuis 8h. À peu près 2h30, 2h à 2h30 de temps. Et jusque-là, je n'ai récupéré aucune carte. Prévu pour durer 1 mois, c'est le 20 février prochain que va prendre fin cette phase de distribution des cartes d'électeurs dont les conditions de retrait restent encore à désirer au niveau de certains chefs de quartier et villages où se déroule l'opération. Actualité départementale avec le lancement officiel des travaux de construction d'infrastructures sanitaires du projet d'appui au développement local des régions du nord du Niger. Et c'est le département de Bankilare, à l'instar des autres départements cibles que sont Bani Bongo et Bilma, qui a servi de cadre pour le lancement. Cette cérémonie a d'ailleurs lieu hier dimanche. Les images d'Aboubakar Souley commentées dans ce compte-rendu de la rédaction. Le projet d'appui au développement local des régions nord du Niger s'implante dans le département de Bankilare. D'où cette mobilisation des grands jours et cet accueil réservé aux hôtes de marque. Le lancement officiel des travaux de construction d'infrastructures sanitaires
objet d'une telle effervescence. Ce projet prévoit la construction d'hôpitaux, de centres de santé dans les régions d'Agadez et de Tillabéri, ainsi que aussi la mise à niveau, donc l'équipement, la construction du plateau technique du centre de la mère et de l'enfant d'Agadez. Ce volet est exécuté par la SDS avec la facilitation de la cellule Union européenne et du ministère des Finances, enfin qui est logé au ministère des Finances et du ministère de la Santé. Donc, il me plaît ici de saluer toute la disponibilité et de les remercier vraiment pour leur accompagnement, surtout pour leur facilitation. Et chaque hôpital, les trois là, chaque hôpital va coûter plus de 1 milliard de francs CFA. Bankilare, plus d'1 milliard de francs CFA. Bilma, plus d'1 milliard de francs CFA. Bagarois, plus d'1 milliard de francs CFA. Et j'allais dire même, y compris l'équipement, l'estimation c'était autour de 1,4 milliard à 1,5 milliard. La sécurité et le développement au Sahel. Les vues s'accordent entre la SDS Sahel et l'Union européenne, qui ne cesse d'appuyer le Niger. Le financement du projet de développement des régions du nord du Niger fait partie des multiples appuis de l'Union européenne pour la mise en œuvre de la SDS Sahel Niger sous l'impulsion des plus hautes autorités du pays, avec au premier chef le président de la République, son Excellence M. Issoufou Mahamadou. Par cet appui, l'Union européenne entend contribuer à la stabilisation et au développement local dans les régions du nord du Niger, confrontées ces dernières années aux multiples impacts d'aléas de diverses natures. PADEL RNN est un projet élargi et ambitieux qui intègre le plan de développement économique et social initié par le gouvernement de la 7e République. Voilà une cérémonie de lancement pour la construction de 3 hôpitaux du district, Bankilare, Bagarois et Bilma. En plus de cela, il y a les CSI. Les CSI, les centres de santé intégrés. Préalablement, les autorités départementales ont saisi l'occasion pour non seulement présenter leur entité, mais aussi lister les réalisations faites au profit des populations dans le cadre du programme de la Renaissance. Notre commune, aujourd'hui confondue à son département, couvre une superficie de 6 000 km² pour une population de plus de 90 000 habitants avec pour principale activité l'agropastoralisme. Sur le plan de la bonne gouvernance administrative, on peut noter l'érection du poste administratif de Bankilare en département pour rapprocher l'administration des administrés et mieux assurer la sécurité et les services sociaux de base. Au niveau des secteurs sociaux de base, dans le secteur de l'éducation, on note la construction et l'équipement de 73 salles de classe. Le point d'orgue de la cérémonie a été la pose de la première pierre de construction de l'hôpital de district de Bankilare, au grand soulagement et bonheur des populations. Actualité internationale à présent avec l'organisation État islamique qui prépare de nouvelles attaques d'ampleur sur le sol européen. La mise en garde vient d'Europol. C'est cet office européen de la police, une mise en garde qui intervient au lendemain d'une nouvelle vidéo de l'État islamique. Le récit est signé David Gilbert. Qui ont mis la France à genoux. Dans une vidéo publiée dimanche, le groupe État islamique rend hommage aux terroristes auteurs des attentats du 13 novembre à Paris. 4 Belges, 3 Français, 2 Irakiens, tous présentés sous leur nom de guerre. Ces 9 assassins n'en étaient pas à leur coup d'essai. Dans la vidéo, ils apparaissent de leur vivant en train d'exécuter par balle ou par décapitation des prisonniers, a priori en Syrie. Pas de traces en revanche de Salah Abdeslam, seul survivant du commando, toujours en fuite. En visite en Inde, le président français a réaffirmé dans la matinée sa détermination à combattre Daesh. Si j'ai pris des mesures pour prolonger l'état d'urgence, c'est bien parce que je sais que cette menace est là, mais que nous ne céderons en rien, ni sur les moyens de défendre notre pays, ni sur les libertés. Et ces images ne font que disqualifier les auteurs de ces crimes.
Des menaces effectivement renouvelées dans cette vidéo, contre la France, mais aussi contre l'Italie ou la Grande-Bretagne, et plus généralement contre tous les pays de la coalition qui combat l'EI. On entend notamment un enregistrement d'Abdelhamid Abaoud justifiant l'exportation de la terreur sur le sol européen. Ce même Abaoud, mort à Saint-Denis le 18 novembre, n'aurait par ailleurs été que le coordinateur opérationnel des attentats. Selon un groupe d'experts américains, le véritable organisateur serait Salim Bengalem, condamné par contumace au début du mois à 15 ans de prison par la justice française pour acheminement de djihadistes vers la Syrie. La Syrie où se trouverait toujours celui qui est présenté comme un haut gradé de l'organisation État islamique. Cause donc en Europe, l'Europe sous la menace d'une nouvelle attaque terroriste. Adidas envisage la fin de son partenariat avec la Fédération internationale d'athlétisme. L'équipementier sportif allemand se dit agacé par les scandales de dopage et de corruption. Le récit est signé Demet Korkmaz. Adidas, la fameuse marque aux 3 bandes, ne veut plus associer son logo à l'athlétisme. L'équipementier allemand serait sur le point de rompre son contrat avec 4 ans d'avance. Pour l'Association internationale des fédérations d'athlétisme, la perte de son principal sponsor est évaluée à 30 millions d'euros. Depuis l'année dernière, les scandales de corruption et de dopage qui visent principalement les athlètes russes ont conduit à l'inculpation en France de Lamine Diack pour corruption passive et blanchiment aggravé. Mais d'après des analystes, le désengagement d'Adidas ne serait pas uniquement d'ordre éthique. Adidas est une entreprise qui a toujours été plus faible que son concurrent Nike, à la fois en termes de rendement mais aussi en termes de rentabilité, ce qui a un effet direct sur sa croissance. La nomination d'un nouveau PDG qui a fait de Nike sa principale cible et le choix de se repositionner peut-être sur des secteurs moins polémiques fait sans doute partie d'une seule et même stratégie. Pour redresser la barre, l'abandon de l'athlétisme serait donc un mal pour un bien. D'ailleurs, Adidas a déjà lancé une contre-attaque aux États-Unis. La marque veut se lancer dans des sports typiquement américains comme le basket. Objectif, porter ses ventes à 20 milliards d'euros d'ici 2020. Et c'est ici que se referme ce journal. D'avoir su nous accompagner. Merci également, merci aux équipes techniques et rédactionnelles. Très bonne suite en compagnie de nos programmes à la télévision Labari. Au revoir.